Bonjour. Dans nos affaires, en enquêtant sur les spoliations de biens, on remonte jusqu'à la dernière guerre. Donc certains parlent de la spoliation des biens des Juifs, mais on ne sait pas vraiment s'il s'agit de spoliation des biens des Juifs ou de spoliation un peu plus généralisée, c'est-à-dire tous les gens qui ont disparu pendant la guerre. Il y a des biens qui sont retrouvés disponibles. Et comme on a dit, il y en a qui en ont profité, des notaires, des huissiers, et pour récupérer des biens et les redistribuer aux petits copains locaux. Et par exemple, il y a un livre qui parle de l'argent de la résistance, qui est un bon exemple de détournement de fonds, de ce qui a pu se passer après-guerre et qui a permis à certaines personnes comme ça de progresser dans la société au fil des décennies et de continuer encore aujourd'hui ces spoliations de biens. Il n'y a pas que les Juifs qui ont eu des spoliations de biens, il y a beaucoup d'autres personnes. Alors, bonjour, personnellement dépouillé par l'étude de Maître Escalier, qui a donné l'ordre à la hiérarchie du centre financier de Grenoble pour clôturer tous les comptes bancaires en 1998 de mes grands-parents, monsieur et madame Arruisseau, qui n'étaient pas décédés. Suite à ça, donc aujourd'hui héritière, je n'ai plus rien. Et sur ceci, la direction du centre financier de Grenoble, je sais que la direction, monsieur Cassard, mademoiselle Maud Candelero, employé, et monsieur Vautrin, ont été les complices du notaire, Maître Escalier Bruno. Aujourd'hui, je me retrouve donc je me retrouve sans rien, puisque tout a été clôturé en 98, que madame Arruisseau, ma grand-mère, est morte en 2005. Les comptes bancaires, donc livret de 105 000 francs, livret de 20 000, livret de 95 000 francs, plus un CCP aujourd'hui qui reste d'une somme de 31 000 francs, sur une étude donc d'une comptabilité qui n'est pas rentrée dans une succession. Aujourd'hui, la succession de madame Arruisseau n'est pas faite. Ça va faire 8 ans. 8 ans que les notaires me manipulent comme ils ont manipulé mes grands-parents. Le 26, je ne me rappelle plus de la date exacte, je me pointe chez Maître Escalier à l'étude pour récupérer la donation entre époux. Il n'a pas voulu me la donner parce qu'il y avait une comptabilité frauduleuse. Il m'a tapé dessus, j'ai eu la clavicule de démontée, j'ai eu un ITT de 15 jours. Donc suite à ça, il y a eu une déposition de plainte. La plainte est classée sans suite. Donc je sais que les magistrats de Grenoble ont fait leur boulot comme lui l'a fait actuellement. Le procureur de la République a classé l'affaire sans suite. Alors que tous les comptes bancaires étaient quand même bien garnis, entre les 95 000, les 100 000, les 20 000 et les 31 000, il s'est fait une vente viagère entre le cabinet notarial de Maître Escalier et donc d'autres personnes, donc monsieur et madame Montoya, qui ont acheté cette maison. C'était le bien patrimoine de mes grands-parents. Aujourd'hui, cette vente viagère, pour moi, est caduque. Aujourd'hui, je ne possède plus rien. Alors, dans cette affaire entre madame Faverja et le détournement d'héritage par le notaire Escalier, il faut savoir que, on se retrouve évidemment par des points communs. Le notaire Escalier est aussi intervenu dans mon affaire pour faciliter ma spoliation. Je vous raconterai ça en détail, mais il est aussi intervenu dans une autre affaire, qui est l'affaire Roux. Et l'affaire Roux, en fait, il y avait 3 frères et une sœur qui devaient se partager un patrimoine. Ce partage s'est fait chez le notaire Escalier. En gros, il y avait 26 000 m² de terrain, de bois et de friches à partager entre frères et sœurs. Il s'est trouvé que la sœur, comme par hasard, a eu le terrain constructible en station de ski de la mère de Champs-Rousse. Évidemment, la sœur, parmi les frères Roux, était la femme du maire de Champs-Rousse, Jacques Guyot. Ça explique pourquoi la sœur, évidemment, a eu le terrain constructible, qui s'est revendu en partie pour une somme 100 fois le prix que les autres ont eu dans le partage. Donc les autres ont eu, en gros, des terrains de bois et de friches.
Et la sœur a eu le terrain constructible pour construire un gîte qui a une grande valeur en station de Champs-Rousse. Voilà les pouvoirs de mère, et c'est le notaire Escalier qui a fait ce partage, comme dans l'affaire Faverja. Donc en fait c'est un partage truqué, et là il s'agit d'une succession détournée. Donc on est 3 déjà contre ce même notaire, le notaire Escalier Bruno à Domaine, mais c'est toute une famille, hein. Donc il y a des avocats Escalier dans la même famille. L'huissier. Voilà, l'huissier, enfin, etc. Vous voyez, c'est pour ça que toutes ces affaires n'avancent pas, et ça dérive, ça dérape, les procureurs ne veulent pas poursuivre. Et là-dedans, il y a tout un milieu d'affairistes, mafieux, crapuleux. Voilà. Moi, le problème est avec un tuteur. C'est quelque chose de très scandaleux, parce que j'avais un commerce que j'ai échangé avec une personne qui avait elle-même une bergerie dans le Gard, et qui était très contente de prendre mon commerce. Et finalement, cet homme... Il n'avait pas de tuteur ni rien, puisqu'on est passé devant le notaire avec notre agent immobilier et tout allait bien. Et quelques années après, j'ai eu un procès qui m'arrivait, que cet homme avait un tuteur dans sa vie, depuis quand je ne sais pas, et ce tuteur m'a fait un procès comme quoi je n'avais pas le droit d'échanger la bâtisse contre ce fonds de commerce qui tournait très bien, mais moi j'avais eu un accident sur la route, et voilà, c'est pour ça que j'ai mis mon commerce en vente. Bon. Donc j'ai tout perdu à cause de ce tuteur qui m'a fait un procès qui a duré 9 ans, et j'ai tout perdu. Et lui, il a récupéré la maison de cet homme qui devait protéger, et qui n'a jamais dû venir protéger dans ce commerce pour lui laisser faire faillite, et après de me trouver coupable d'avoir fait cet échange. Donc voilà, j'en suis là. Le temps a passé, mais j'ai toujours quand même dans la tête, quoi. Parce que j'ai perdu 15 ans de ma vie, plus il y avait des locataires où j'avais arrangé cette bâtisse avec un crédit, qui étaient dedans et qui ne m'ont jamais plus payé le loyer non plus. Ces locataires sont partis à la cloche de bois. Je ne sais pas pourquoi, peut-être eux-mêmes étaient des escrocs, certainement. Mais bon, j'ai perdu le prix des loyers pendant au moins 10 ans. Et toute la maison que j'avais échangée avec cet homme qui était très content de venir vers moi, prendre mon commerce puisqu'il quittait sa famille qui le harcelait. Voilà ce que j'avais su, et j'avais pris pitié de lui. Mais ces commerces tournaient très bien. Il y avait une pizzeria, 6 chambres, la licence 4 à Loriol dans la Drôme, et tout allait bien. C'était la pizzeria du parc. Mais bon, je l'ai mis en vente à cause d'un accident, que j'étais plus de 3 mois dans le plâtre. Donc et l'homme qui a fait l'échange est resté quand même comme j'ai bien voulu, en gérance, tranquillement dans mon commerce. Il avait tout accepté ça devant le notaire, et il n'y avait pas de problème entre nous, pas du tout. Et au bout de 6 mois de gérance, il a voulu acheter l'affaire, et nous sommes allés donc chez son notaire, qui a bien voulu faire la vente, quoi, qu'il n'y avait pas de problème, et voilà, j'en suis là. J'en suis là, mais le temps a passé, donc heureusement, j'ai un peu digéré l'affaire, mais c'est très dur. C'était plus de 15 ans de ma vie, plus tout le reste à côté, que j'ai payé les avocats tout le long de ce procès. Dans cette affaire, on se retrouve en face de gens qui sont chargés de veiller à la sécurité des biens et des personnes. Et ces gens-là se servent sur les biens. On en est là. Et ce qui est aussi dommage, c'est qu'il y a beaucoup de victimes qui ont encore peur de représailles, et qui n'osent pas dénoncer les coupables dans ce genre d'affaires. C'est vrai. Comme il est question sur le plan national de travailler sur la justice au XXIe siècle, je me suis penchée, moi, sur les 5 articles dont il est question, et en particulier le premier. Comment assurer une bonne adéquation entre juridiction, contentieux et territoire? Eh bien, moi, je pense que c'est impossible dans l'état actuel, parce que chaque département a sa... Je me demande si chaque département n'a pas sa mafia locale, comme dans le département de la Drôme, qui vient d'ailleurs d'être évoqué précédemment. Dans ce qui nous est arrivé, la justice s'apparente à un véritable lynchage, qui a commencé par l'attitude du notaire Vincent Béranger de Cré, à la mort de Jacques Garcin, qui laissait 2 enfants, légitimes héritiers réservataires, et un conjoint survivant. Alors ce notaire, je parlerai de la justice après, mais ce notaire s'est empressé justement de faire vider les comptes en banque par le conjoint survivant,
de verrouiller tout ce qui concernait les 3 véhicules à la préfecture, ce qui montre quand même son pouvoir. C'est pour ça que moi je le qualifie de marquis de Carabas. Et à partir de là, nous avons saisi, je vais parler de la justice, donc, nous avons saisi un avocat, Jean-Louis Barthélémy à Valence et Brigitte Prudhomme, et qui nous a dit, mais c'est une affaire de 15 jours. Sauf qu'il ne savait pas qu'il s'agissait du notaire Vincent Béranger. Et à partir de ce moment-là, nous avons demandé une expertise. Cette expertise a été coincée sous prétexte qu'on ne voulait pas la payer, avec la complicité de l'avocat. Et cet expert, qui s'appelle Jean-Louis Amouroux, on l'a en commun avec René Fornet. C'est un expert qui rédige de cette manière. Il est probable, il est vraisemblable, il est possible. Ce qui fait que les valeurs ont été vraiment sous-estimées. Mais ça n'est pas le plus grave. Donc, on ne voyait rien venir pendant des mois et des mois. Et à un moment, on nous a dit qu'il fallait payer le rapport d'expertise. Mais on ne l'avait pas. Donc on a refusé tant qu'on ne l'avait pas entre les mains. Notre avocat Jean-Louis Barthélémy devenait injoignable, comme par hasard. Et on s'est aperçu que c'est lui qui coinçait les ordonnances de taxes. Pendant ce temps, l'avocate de la veuve, Cécile Julien Pelletier, avait fait revenir, sous forme de dire, tous les faux retirés par l'expert. Donc c'était ingérable. Et l'expert, Amouroux, nous a dit, vous n'arriverez à rien, ils sont tous ligués contre vous, prenez un avocat à l'extérieur. Et on a pris un avocat à Grenoble, donc Pascal Edoux. Le premier TGI a lieu le 12 avril 2000, et on nous emmène, notre avocat, l'autre avocate et 3 personnes, au fond d'un couloir, carrément près des cabinets, au palais de justice de Valence. Ça serait maintenant, ça, je n'accepterai pas cette forme de tribunal. L'avocate qui nous tournait le dos, ses propos étaient inaudibles. Je me lève pour fermer la porte et mon avocat dit « Ah, Madame Garcin, vous ne pouvez pas, la séance est publique. » Ahurissant. Parce que qui nous aurait trouvé là-bas, dans un lieu semblable? Alors, ce TGI décide de la jouissance de tous les biens de la veuve. Et là, il ne faut pas oublier qu'il y avait 5 biens immobiliers, dont un bien propre du père qu'il avait acheté 1 an et demi avant de se remarier, qui consistait en une maison et 2 vignes AOC. On nous conseille de faire appel, nous faisons appel, ça se passe à Grenoble, ça, en 2002. Et alors là, chaque fois qu'on assiste à ces plaidoiries, on ne reconnaît pas son histoire. On se dit, mais qu'est-ce qu'on peut raconter? Il n'est pas question de bien détourner. Non, 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 il est question, c'est même pas la peine d'en parler, tellement c'est ridicule. Voilà, ça c'est ridicule. Et on entend la présidente Enel Faletti qui dit, mais on ne peut pas donner la jouissance s'il n'y a pas de donation au dernier vivant. Alors nous, ça s'arrête là. Alors ce qui se passe dans la justice, c'est que contrairement à ce qui est dit, lorsqu'on reçoit la signification du procès, eh bien oui, la jouissance est maintenue. Bon, évidemment, on ne peut pas échapper à la Cour de cassation, ça tombe sous le sens, hein, puisque les enfants sont quand même les héritiers légitimes. Et ils ont droit à 2/3 des biens propres dans cette succession. Et la Cour de cassation maintient la décision en 2004. La Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, suivant des articles, parce qu'elle n'avait pas dit sur quel bien s'exerçaient les droits de la veuve. Alors si tu veux, je pense que cette vérité, il faut la rendre partageable, parce que vraiment, lorsque la justice s'apparente, comme je le disais, à un lynchage, c'est impossible à décrire tout ce que nous avons subi depuis 19 ans quand même, parce que ensuite, il y a eu la complicité des notaires, Cosmala et Picmal, qui ont soutenu le notaire en montagne et qui a fait un partage abominable. Le conservateur des hypothèques, Dominique Brocas et Bernard Pascal, n'ont pas publié les actes et les ont qualifiés d'attestation rectificative. Bref, la veuve a vendu tous les 5 biens immobiliers qui lui ont été attribués et les enfants, aujourd'hui, n'ont rien du tout. Alors, nous nous sommes adressés quand même aux défenseurs des droits, au Conseil supérieur de la magistrature, au Conseil constitutionnel, parce que là, vraiment, ils ont été bannis de la succession de leur père, hein, ce qui est contraire à la Constitution.
Et le défenseur des droits nous a conseillé de demander l'arbitrage de Christiane Taubira parce que nous nous en sortirons jamais. C'est impossible. Donc dans cette affaire de Sylvette Garcin, on a un expert, Jean-Louis Amouroux, qui est censé évaluer les biens, qui refuse de le faire, évidemment, ça embrouille l'affaire. Après, il y a tous les avocats qui servent d'intermédiaires, qui s'arrangent pour aussi embrouiller l'affaire. Ce qui fait qu'en fait, rien n'avance, et 20 ans après, les enfants qui ont 50 ans aujourd'hui n'ont pas eu la succession du père. Et même les politiques qui ont joué leur rôle, comme le vice-président du Sénat, ensuite le président du Conseil supérieur du notariat, ont donné l'ordre, depuis notre affaire, à la 7e présidente de la Chambre départementale des notaires, Isabelle Pêcheur-Berruyer, de régler cette succession qui est vraiment un problème drômois. Eh bien, depuis le 23 janvier 2013, nous n'avons eu aucune réponse de sa part. Moi, c'est une banale histoire de divorce, mais qui a traîné et qui a été dévoyée par des gens en vue d'escroquerie. J'ai été divorcé par contumace presque. Je n'ai pas été signifié. On m'a mis dans une autre juridiction, non pas Grenoble, mais Nîmes. J'ai fait appel, j'ai demandé des explications au tribunal de Privas. Je suis tombé sur une greffière, mais on ne sait pas qui c'est qui répond. C'est probablement la greffière qui a été arrêtée en 2004 par le SRPJ de Nîmes. C'est la greffière en chef du parquet qui détournait les fonds. Ça commence comme ça. D'ailleurs, il y a eu une autre histoire en 2010. Normalement, cette juridiction aurait dû faire le ménage chez eux. Non, en 2010, il y en a une autre pareille. Donc, au niveau des greffes. Alors, j'avais pour faire. Donc, je fais appel. Et là, j'explique bien ce qui se passe. Et là, je tombe sur une avouée obligatoire qui s'appelle Ramillon. Et là, je m'aperçois qu'elle donne pas du tout les choses d'aplomb et qu'elle triche. Alors cette Ramillon, je fouille un peu les dossiers et je tombe sur des dossiers concernant elle en correctionnel. Je peux avoir la cour d'appel, le document de la cour d'appel de son affaire, qui était avec Dolon, je crois, oui, son compagnon. Je peux quand même avoir la correctionnelle, le premier jugement, et j'ai pu même avoir aussi la cassation, non publiable au bulletin. Alors cette cassation, elle résume tout, c'est l'histoire des vols de tableaux de Picasso, et avec des montages financiers de 70 millions de dollars, voilà comment tourne le système. Rachida Dati, elle a peut-être profité de cette histoire pour pouvoir mettre à plat les avoués, mais elle n'a pas été assez loin. Il y a plein de gens qui ont été pour verrouiller le système. Sinon, voilà. Alors on évolue dans ce système-là, et quand on fouille un peu, on découvre tout ça. Et c'est anormal, ces gens-là ne devraient jamais être dans la justice. Alors après, j'avais un autre huissier, premier huissier, Steven. Lui, je l'avais déjà dans une histoire où il détourne les fonds gagnés. D'ailleurs, toujours sans suite, ça. Un jour, la justice, elle devrait s'en occuper, de regarder ce que ces huissiers font. Ça leur est interdit. Mais ils détournent, ils piquent au passage l'argent. Il y en a un deuxième, alors, j'ai eu affaire après à un Philibert, un huissier qui vient pour m'expulser de chez moi. Il réussit à faire dire au préfet que j'étais pas propriétaire. En plus, il avait une ordonnance, soi-disant ordonnance,
eh bien l'ordonnance, il ne pouvait pas la donner puisque le juge lui a signé qu'un mois après. On a porté plainte, mais les plaintes ne suivent pas. Sont détournées probablement par le parquet de Valence. Moi, pour faire cadrer mes documents, après, le parquet de Valence, le procureur de Valence a changé mon état civil. C'est quand même pour faire cadrer leurs papiers. J'ai mis 6 ans pour avoir les documents de la cour d'appel de Grenoble, comme quoi les papiers en 2004 étaient faux. Normalement, le tribunal doit rectifier ça de lui-même, mais non. Donc j'ai écrit, bien comme il faut, comme prévoit le CNA, à Grenier, premier président de la cour d'appel de Grenoble. Ben lui, il a dit « Oh ben non, moi je peux pas donner de conseils ». Mais c'était son métier, son devoir de faire une enquête remontée. Ben non. Tout a suivi. Alors, je me suis retrouvé expulsé, 3 fois la maison mise aux enchères, avec des chronomètres qui tournaient, mais ça s'arrêtait tout le temps, parce que c'était un coup, l'avocat, il n'avait pas fait les publicités normales. Hein, il découvre, au bout de 30 ans, il découvre que c'est obligatoire. Le juge réussit à faire l'audience concernant l'expulsion, mais 2 mois après l'expulsion. Et l'avocat dans l'audience, il dit « Mais monsieur le juge, vous n'allez pas revenir sur l'expulsion, on l'a déjà faite. » Mais le juge, il aurait dû arrêter ça tout de suite. Donc ça, c'est le juge, c'est Mandroyan. Alors, ce Mandroyan, il avait déjà remplacé une fille qui était vice-première présidente du tribunal, dont Chantal Grillat. Alors ce Chantal Grillat, elle a réussi à faire des procès, enfin à faire un jugement sans qu'il y ait d'assignation. C'est pour ça que j'ai fait appel. Normalement, j'aurais dû gagner en cour de cassation. Ben non, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas jugé là-dessus, ils ont tout détourné. Tout le long, c'est comme ça. Moi, je suis né parmi des magistrats. J'ai ma grande sœur, elle a terminé greffière de la cour de cassation avec Guy Canivet. Donc ça, c'est ma grande sœur Jacqueline. Son père, qui m'a servi de grand-père, a terminé vice-premier président de la cour de cassation. Moi, quand j'étais jeune, à 12 ans, un grand-père, il raconte les histoires, il dit « Bon là, ça c'est des histoires, voilà comment les gens trichent. » Et ben 50 ans après, les gens trichent toujours pareil. C'est-à-dire que personne ne met de l'ordre. Et lui, il est enterré à Malissard, c'est Marcel Rouquet. Donc, au niveau, son principal souci, c'était de supprimer des collègues magistrats qui peuvent tricher. C'est le principal souci, lui, en étant en haut. Et là, personne ne le fait. Personne ne le fait. Donc on est dans une société complètement délitée où il n'y a plus de justice, et c'est impossible. La justice est un pilier de base d'une démocratie, et là, on s'aperçoit qu'il n'y a rien qui tient. Voilà. Alors, si vous voulez connaître mes dossiers, c'est librepc.com/Jacques. Sinon, vous regardez même Justice pour tous, et là, vous avez les données. Alors, quand vous rentrez en justice, faites très attention, vous avez beaucoup plus d'escrocs que vous pensez. Regardez bien ce qui se passe à la télévision, regardez bien les histoires, les données durent 14 ans, ça c'est le minimum d'un procès, les divorces c'est des sources de revenus, j'ai les héritages, faites très attention, faites attention aux notaires, ils ne sont pas vraiment clean. Ils veulent jamais vous donner les papiers. C'est toujours comme ça. Regardez bien, regardez vous-même à la télévision. Vous suivez bien les données. C'est comme ça partout. Comme Jacques Durand, nous avons eu les mêmes problèmes avec la présidente du TGI, Chantal Grillat, qui se permet de juger les gens, de les condamner, mais sans les assigner. Dans l'affaire Jacques Durand, il a eu affaire à Marie-France Ramillon, avouée à la cour d'appel de Grenoble.
Bon, son conjoint était François Delon. Il y a eu un détournement de plusieurs millions d'euros. Il n'a pas fait un seul jour de prison. Alors que c'est pareil, là on a deux justices. Des Roumains qui volent des bouteilles dans les supermarchés se retrouvent en prison pour 2 ans. Et là, un avocat, avec son associé, sa conjointe, détourne des millions d'euros et ne va pas en prison. Donc je suis Laurence de Virville, je suis l'ex-épouse de Laurent Pelletier de Chambure. Je suis sur Paris. J'ai un blog qui s'appelle sos-blanqui.com qui raconte mon calvaire judiciaire depuis 13 ans. Pour résumer, je me suis mariée en 98. Je vivais dans un appartement HLM de Paris et j'ai eu la possibilité de l'acheter, donc à très bas prix. Donc j'ai acheté un bien indivis avec cet époux. Je n'ai été mariée que 2 ans et demi parce que monsieur était violent, il tabassait mes filles, puis il a failli me tuer au mois de mai 2000. Et là, j'ai fini par porter plainte et il a été condamné en correctionnel. De là, il a tout de suite engagé une procédure en divorce où il a essayé de me faire passer pour violente. Bon, ça n'a pas fonctionné. Malheureusement, c'est toute la suite du divorce qui a été problématique. Pendant les 2 années de mariage, j'avais entièrement rénové l'appartement qu'on venait d'acheter. Il s'agit de 143 mètres carrés, composé de 2 lots HLM, donc, sur un seul palier, un 6e étage. Et il part sans me prévenir. Je reçois donc une requête en divorce par exploit d'huissier. Et de là, on se retrouve très peu de temps après chez un notaire qui était apparemment très orienté, qui avait même été prévenu que mon père avait été un ancien notaire justement en Haute-Maurienne. Donc directement, on m'a fait comprendre, vous savez, je vous connais, vous, hein, votre père était un peu juriste, non, c'est pas ça, etc. Mais je vois très bien, je vous connais. Bon, j'enquête, évidemment, mon père ne connaissait pas Maître Bouvet, notaire, place de la République. Depuis, je sais qu'on les appelle les voyous de la République dans le notariat à Paris. Et évidemment, je me suis retrouvée avec un premier rapport notarié complètement bidon qui protégeait mon mari immédiatement. Donc là, la procédure de divorce a continué, puisque c'était une pré-expertise, on pourrait dire. Et très vite, rien qu'au niveau du jugement de divorce, tout était négatif pour moi. J'avais quand même une prestation compensatoire, mais de toute façon, lorsque j'ai fait appel, parce que c'était tellement injuste à tous les niveaux, notamment ce que je payais, le fait que j'avais rénové pendant 2 ans, on ne reconnaissait rien, alors que j'avais déjà apporté une plus-value énorme sur ce bien. Et aussi le fait que, comme nous avions acheté à bas prix, en fait, mon ex-mari n'avait cessé de spéculer sur ce bien. Donc pendant les 2 ans et demi où je rénovais, c'est pas mal, ça commence à être vraiment intéressant, ça vaut de l'argent, hein, c'est chouette ça. Donc je sentais que on allait vraiment tout me prendre et petit à petit même j'entendais, tu sais, j'ai 60% d'épargne, t'es chez moi, t'es pas chez toi, et ainsi de suite. Donc pendant le divorce on a bien senti ça, et quand j'ai fait appel du divorce, je me suis retrouvée aussi avec quasi 0. Et si je me souviens bien, également chez Maître Bouvet notaire, la clerc de notaire, à l'issue de la première réunion qui avait duré 2 heures, elle m'avait regardée, elle avait fait en sorte que Maître Bouvet et la partie adverse ne nous voient pas. Et là, elle m'avait regardée, elle m'avait fait ce geste. « Madame, vous aurez ça. » Bon. Donc effectivement, tout corroboré jusqu'à l'appel du divorce. Donc l'appel du divorce, puisque monsieur est parti fin 2000, on a eu donc un premier jugement de divorce en mars 2002, un arrêt de la cour d'appel en mars 2003. À partir de juillet, c'est un notaire liquidateur qui est nommé par la Chambre. Là, on nous écrit « Bonjour, voilà, on va s'occuper de tout, vous allez nous communiquer les comptes. » Et puis en fait, très vite, je m'aperçois, tiens, c'est bizarre, mon ex-mari ne fournit aucun compte. Même le compte commun, il n'y avait pas moyen d'obtenir quelques pièces que ce soit. Donc, j'étais bien ennuyée parce que, qu'est-ce qui s'était passé? Pour acheter, on avait contracté 2 prêts. Un prêt principal de 12 ans auprès de la BPI et un petit prêt complémentaire auprès de la Société Générale. Donc, monsieur, moins de 4 ans après l'acquisition, novembre 98, cesse de payer, aussi bien les charges que le prêt.
Donc je me retrouve moi en septembre 2003 avec ce notaire qui nous demande des comptes, mais en même temps, je me retrouve avec une saisie immobilière qui avait été orchestrée par monsieur, dans le but qu'on me mette à la rue et que ça lui rapporte gros. Donc je bataillais en même temps que le notaire nous demandait les comptes. J'ai des amis très chers qui m'ont aidé. J'ai remboursé, à l'époque il n'y avait que 25 500 € à rembourser à la banque. Je les ai remboursés et j'ai évidemment exhorté mon mari de reprendre ses paiements, ce qu'il n'a évidemment jamais fait. Et chemin faisant, on s'est retrouvés jusqu'en avril 2004 où là on a eu un procès verbal de difficulté alors que je n'avais jamais rencontré le notaire de ma vie. Et j'apprends dans le procès verbal de difficulté qu'en fait, il y a eu une réunion sans moi, chez le notaire liquidateur, en date, si je me souviens bien, du 8 janvier 2004. Paraît-il que l'avocate de monsieur et l'avocate qui m'aidait juste pour éviter la première vente aux enchères, j'en ai évité énormément. Donc, je ne comprenais pas que cette femme à qui je n'avais pas du tout confié la liquidation, enfin, tout ce qui était liquidation, partage ou compte, soit intervenu. Mais apparemment, ces gens s'étaient retrouvés sans moi. Donc, bon, je me retrouve face à ce PV de difficulté. Et là, évidemment, la procédure judiciaire démarre. Et très très vite, apparemment, on nomme donc une amie de la partie adverse, qui est donc une experte judiciaire qui s'appelle Dominique Costa-Ferrandi. Elle est assez abominable, je la soupçonne même d'être franc-maçonne, parce que de toute façon, toutes ces signatures, il y a 3 points. Donc, et puis surtout, comme je l'expliquais, un ex-mari qui ne fournit aucun compte, ni chez le notaire, ni à l'experte, elle-même indique dans son rapport d'expertise qu'elle n'a pas un seul compte passé le 1er janvier 2001. Je ne vois pas comment, fin novembre 2006, elle réussit à attribuer quasiment tout à mon ex-mari et à dire qu'il faut absolument vendre aux enchères ce bien. Parce que moi, entre-temps, j'ai fait étudier mon dossier par des experts comptables qui ont pointé tous mes relevés bancaires. J'avais beau avoir fourni ces relevés bancaires à l'experte, étonnamment, elle les pointait très mal. Bon, je vais même donner un exemple. En 2004, j'ai 6 versements, dont un de 4 000 €. Mais celui-là, il n'est pas comptabilisé, ainsi qu'un autre. Et tout ce que j'amène, tout ce que je paye, c'est jamais comptabilisé comme il faut. Et par contre, on essaie de me charger sans cesse sur des micro-sommes que je serais censée devoir à monsieur, ou notamment, puisque évidemment, c'est moi qui paye le prêt principal, on ne sait pas trop comment me coincer, alors on va essayer de me coincer sur le prêt complémentaire, dont les échéances sont misérables, pour essayer de créer des créances pour monsieur. Donc, en fait, je me retrouve effectivement avec une expertise extrêmement mauvaise et se couperait, puisque une adjudication pour moi c'est un couperet. Et qu'est-ce que je fais? Le hasard fait que je rencontre une notaire extrêmement intègre qui s'appelle Marie-Agnès Fixois. Elle est à Louvres, près de Paris, et elle me dit: écoutez, j'adore mon métier, je peux peut-être vous aider. Et ça se passe fin 2007. Donc elle repointe tous mes comptes bancaires comme l'avaient fait les experts comptables, en plus près la cour d'appel de Paris. Donc pas des gens complaisants, des gens qui au contraire m'ont reçu, m'ont demandé d'apporter mes pièces, enfin tout avait été vérifié. Et la notairesse fait la même chose. Elle pointe tout et elle me dit: j'ai jamais vu un dossier aussi honnête, même trop honnête. Écoutez, j'ai une avocate en interne, elle va vous rédiger vos conclusions. Et alors toutes les deux, elles s'acharnent pendant 2-3 mois à me faire des super bonnes conclusions. J'arrive en janvier 2008, devant le JAF, en me disant: bon, ça a été une foire d'empoigne entre les travaux que j'ai réalisés, personne ne les reconnaît. L'acquisition à bas prix, ah ben oui, c'était simple pour mon ex-mari, parce que le deal c'était: on achetait 12 400 francs du mètre carré, écoute, si tu veux, je te revends à 22 000. Donc il spéculait tout le temps sur moi. Il y avait aussi la revalorisation des créances. Alors, rien du tout, hein, on ne connaît pas, on donne un numéraire, donc en 2003 ça vaut 100 €, aujourd'hui ça vaut 300, on me rend 100. Donc tout est comme ça. Et là, j'arrive donc devant le JAF en 2008 en me disant: bon, j'ai des conclusions béton, tout a été pointé. Ah ben non,
pour une bonne administration de la justice, on va tout passer en cour d'appel immédiatement. Comme ça, on ne va pas perdre de temps, parce que forcément, la première JAF qui avait dit qu'il fallait qu'il y ait cette expertise, elle avait donné sa petite liste, les points clés, tous les postes qu'il fallait évaluer. Et puis évidemment, elle avait oublié les 3 que je viens de citer. Alors j'avais été en appel en disant, quand même, j'aimerais au moins qu'on calcule aussi un petit peu tous mes travaux, la plus-value, les créances, etc., l'acquisition à bas prix. Et étonnamment, c'était la seule fois où la cour d'appel avait dit, oui, pourquoi ne pas accorder à madame la possibilité de récupérer quelque argent sur tout le travail qu'elle a fait. Du coup, on se retrouvait effectivement dans quelque chose de bancal. Je devais être devant le JAF pour une partie de l'expertise et devant la cour d'appel pour les 3 points que j'avais demandés. Alors, subitement, mon ex-mari s'est dit, tiens, on va lui faire perdre un degré de juridiction. Et on va essayer de dire que pour une bonne administration de la justice, on doit tout évoquer en cour d'appel. Et là, j'ai donc reçu encore une fois un horrible couperet. Et la cour entérinait le rapport d'expertise qui était orienté. Elle aussi ordonnait la vente par adjudication qu'avait préconisé l'expert, bien qu'on n'ait aucun compte sous les yeux. Alors la seule chose qu'avait fait un petit peu l'expert, elle avait vaguement comptabilisé une cession de créances de la banque BPI, puisque moi, pour éviter entre 2003 et 2005, j'ai évité au moins 4 ventes aux enchères. Et à chaque fois, je me suis fait aider. Et la dernière fois que je me suis fait aider, c'était en mars 2005. On m'a prêté énormément d'argent, au moins 130 000 €. Et l'experte, c'était étrange, parce que l'experte était totalement muette quant à la saisie immobilière de la banque. Et elle a aussi été très vite muette quant à mes remboursements aux cessionnaires. Donc on se retrouve avec un arrêt qui parle de certaines choses, mais qui dénature finalement presque tout. Donc une saisie immobilière, la cour d'appel appelle ça de vagues incidents de paiement qui ont débouché sur la déchéance du terme. Alors c'est très vague, on ne sait pas qui est l'auteur, on ne sait pas ce qui s'est passé, et hop, ça y est, saisie. Après, on ne nous dit pas vraiment qui fait quoi. Puis, on va quand même se dire, il y a une cession de créance qui est officielle, donc on va laisser quelques petites sommes à madame. Alors, on me trouve une petite somme comme ça, voilà. On va me donner 69 000 €, puis on se dit qu'on ne va pas revaloriser, elle va être contente avec ça. Mais monsieur a bien 60% quand même de l'appartement, bien qu'il y soit incapable de prouver qu'il a payé sa part. Et puis surtout, on va faire une petite astuce. On va gonfler à bloc une indemnité d'occupation, de manière à pouvoir encore générer une créance en faveur de monsieur. Alors d'accord, s'il avait payé ses 60%, il pourrait pleurer « Ah, je ne peux pas jouir de mon bien, je ne peux pas le louer, je n'ai pas de revenus dessus, c'est vraiment un manque à gagner. » Mais quand on ne peut dire qu'on a payé peut-être qu'une vingtaine de pourcents, à un moment donné, d'ailleurs c'est un notaire qui m'a encore dit ça récemment, c'est un petit peu tangent de réclamer une indemnité d'occupation. Mais ça n'empêche, l'expert judiciaire avait fixé 2045 € par mois d'indemnité, avec un petit abattement seulement de 10% pour la précarité, si bien qu'on s'est retrouvé quand même avec 1900 € par mois. Alors quand je me suis amusée à faire les calculs, c'était beaucoup, beaucoup plus, même que l'emprunt principal pour payer le bien. Donc voilà une manne très intéressante pour monsieur. Et alors moi, quand je regarde sur Internet, en général, qu'est-ce que je vois ? Je vois que si la personne paye le prêt, elle est exemptée d'indemnité d'occupation. Ah mais non, là je paye le bien, je paye tout ce qui va autour, c'est-à-dire les charges, et puis je dois en prime une petite indemnité d'occupation, mais petite, enfin... Donc en fait c'est sympa parce que chemin faisant, on donne 60% du bien à monsieur, 60% d'une indemnité d'occupation exorbitante. Aujourd'hui il la calcule quand même à 250 000 € alors que le prêt principal était à 160 000 € pour acheter un bien. Alors c'est intéressant, le bien a été acheté 271 000 €. Avec les frais de notaire on en est à 291 000. Et ce qui est sympa c'est que depuis que je me défends contre toute cette spoliation organisée, j'ai quand même dû sortir plus de 450 000 €. Donc, il est certain aujourd'hui que le bien, normalement, me revient et que monsieur, qui, à force de ne rien faire, écoutez, moi j'ai payé à sa place, je lui ai avancé la somme de 200 000 € qui, normalement, devrait être valorisée. Et à chaque fois, on me fait « Mais non, arrêtez d'être névrosé, tournez la page. Mais non, vous avez vu, vous avez un arrêt de 2008.
qui est définitive. Les comptes n'ont pas été faits, ils ne seront jamais faits. Alors moi je repose la question, mais tout de même, un notaire liquidateur, il va avoir cette base, cet arrêt, très bien, mais il va bien faire les comptes à un moment donné. Ah pas du tout, non, ne cherchez pas. Je pose encore la question au notaire que j'ai vu en octobre dernier. Il me dit, écoutez, un notaire qui se respecte pointe tous les comptes. Je suis désolée, madame, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, il me dit, écrivez à la chambre des notaires. Ce que j'ai fait, et j'ai demandé ce qu'il me dit de dire. Voilà, je souhaite que vous dessaisissiez le notaire liquidateur qui, en 13 ans, n'a jamais fait les comptes. Alors, on est d'accord, quand il y a une liquidation judiciaire qui est engagée, comme ça a été le cas en avril 2004, le notaire est suspendu dans ses fonctions. Mais tout de même, depuis 2008, où on ordonne une vente, il y a peut-être les moyens, à un moment donné, quand même, de s'intéresser à qui a payé quoi, que chacun fournisse enfin ses comptes bancaires. Moi, je ne demande que cela, tout est pointé et numéroté. C'est simplissime, je l'ai fait encore cette année. Chez un huissier, ça nous a pris moins de 2 heures de pointer 13 ans de compte, même 15 à peu près, puisque depuis l'acquisition. Eh bien non, personne ne bouge. Et là, quand j'ai demandé donc le dessaisissement de ce notaire à la Chambre, c'était vers le 19 novembre, avec évidemment la nomination d'un nouveau notaire pour qu'enfin le partage commence, on me répond « Oh, bah, écoutez, on questionne le notaire, on reviendra vers vous ». Je n'ai pas de réponse. Et c'est marrant parce qu'entre-temps, l'avocate adverse a dû avoir vent de tout cela et elle commençait à s'inquiéter un petit peu ce qui se passe. Donc je pense qu'elle est en train de tirer les ficelles comme elle l'a toujours fait. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'évidemment, on a envie de connaître la suite. En 2008, l'arrêt de la Cour ordonne la vente par adjudication. Évidemment, je vais en cassation, parce que là, je dis, c'est quand même trop fort. J'ai tout payé, rien n'apparaît nulle part. Et en cassation, on me dit que tout est parfaitement normal et on rejette mon pourvoi. C'est tellement simple. J'avais évidemment là aussi parlé des travaux, de la plus-value de ces travaux, parce que c'est quand même important. Et puis il faut aussi savoir que l'experte avait estimé le bien en 2006 à 760 000 euros et qu'aujourd'hui il est soi-disant estimé à 1,2 million. Donc c'est pas par hasard que tout ça, ça monte. Il y a les travaux, il y a la plus-value qui augmente, mais on ne tient jamais compte de rien, ni de mon travail. Et si je paye ce bien, ben oui, normalement, la plus-value immobilière me revient aussi. Donc j'avais parlé de tout ça en cassation. J'avais aussi dit que j'avais bien entendu évoquer l'article 1469, qui est celui relatif au profit, selon la règle du profit subsistant. Et non, je n'avais pas à avoir une plus-value sur mon investissement. Chaque chose que j'ai dite, de toute façon, tout était normal. Par la suite, j'ai appris que Dominique Foussard, l'avocat à la cassation de mon ex-mari, était l'avocat de Liliane Bettencourt et de la mairie de Paris, et que contre lui, on ne gagne jamais. Donc, c'était pas la peine d'aller en cassation. Mais payer. Voilà, donc j'avais formé mon pourvoi en décembre 2009 et j'ai eu le résultat évidemment en février-mars 2011. Et c'est quand même intéressant parce que mon ex-mari en octobre 2010, donc 6 mois avant, alors que je ne connaissais même pas la date d'audience, me disait déjà que c'était terminé et qu'il était temps qu'on discute du partage parce que là il fallait avancer, on allait vendre. Donc lui connaît les réponses avant tout le monde, c'est quand même très intéressant. En cassation, j'avais aussi parlé de l'indemnité d'occupation que je trouvais exorbitante pour un HLM. Et j'avais même, à l'époque, écrit au HLM et je leur avais expliqué, voilà, vous nous avez vendu le bien avec une condition restrictive dans l'acte de vente, puisque vous nous avez permis d'accéder à la propriété. Mais bien entendu, pour éviter la spéculation, il y a des clauses. Donc on avait bien cette vente est consentie sous les charges et conditions du règlement de copro. On prenait le règlement de copro et on avait au chapitre 3 location, pendant une durée de 10 ans après l'acquisition, si vous louez, vous devez vous conformer au loyer plafond HLM. Donc évidemment, l'OPAC me répond, chez nous c'est 5,21 € du mètre carré. Donc un loyer d'environ 700 €. C'est pour ça que j'allais aussi en cassation, parce que quand on vous répond « Ah non, mais c'est la prestation souveraine du magistrat », je plaisante. Là, on s'est engagé pour ne pas spéculer. Donc à un moment donné, on ne vient pas demander, comme c'était le cas pour monsieur 3 000 €
ramené à 2045, puis avec l'abattement à 1900, il faut savoir quand même respecter un petit peu ce sur quoi on s'engage. Bon, et là, pareil, muet. Donc, je me retrouve en 2011 avec ce rejet. Et puis tranquillement, monsieur organise la vente. C'était le sujet de l'année. Hein. C'était ce qu'il me met sur un message qui est d'ailleurs sur YouTube. J'aimerais qu'on discute du sujet de l'année, la vente de l'appartement. Ah, enfin, je vais pouvoir toucher du fric. On sentait ça, là, il est nerveux avec ça. Donc, l'appartement a été vendu par adjudication le 24 octobre 2011. D'ailleurs, j'en profite pour citer le nom de ces avocates mafieuses. Nous avons Marie-Isabelle David Locinotte, qui est collaboratrice de Monique Desforges-Thierry, épouse de Hubert Thierry, qui faisait déjà des conférences à la Grande Loge de France dans les années 70. Donc il ne faut pas se poser trop de questions. Et donc je me retrouve à l'audience de la vente et je vois que tout est déjà, comment dire, ces avocates sont réellement protégées par l'ordre. Et là, je m'en aperçois. Parce que nous, on était 4, hein, ma fille avec son nourrisson de 3 semaines, mon gendre et un ami, et on distribuait quelques papiers. Et là, les 3/4 des avocats, ça suffit, on la connaît votre histoire, ça fait trop longtemps que ça dure, vous nous fatiguez, il est temps que ça cesse, monsieur a droit à sa part, enfin, vous vous rendez compte, il est majoritaire et ça fait 12-13 ans qu'il attend, là, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Bon, on parle à une femme qui était devant la chambre d'écrier, posée là, avec sa table. Bonjour, on peut savoir qui êtes-vous? Ça ne vous regarde pas, allez voir ailleurs. Mais non, mais vous nous pointez, là, qu'est-ce que c'est? Voilà. Je suis avocate. Enfin, en fait, c'était une grande amie de Maître Desforges, qui était donc avocat à l'ordre, et qui avait passé le mot à tout le monde. Tout le monde était au courant de notre affaire, alors que nous, on ne les connaissait pas. Mais tout le monde savait toutes les étapes. Et depuis, j'ai aussi appris que lorsque vous êtes mafieux, vous racontez votre histoire à l'ordre, hein, puisque vous êtes dans les petits papiers de l'ordre. Vous racontez la procédure, et ça c'est le notaire encore qui me l'a dit au mois d'octobre, parce que ça leur permet, si jamais il y a un petit couac, tout de suite ils vont être protégés parce que tout le monde est au courant. Donc on n'arrivera jamais à les atteindre. Et ça j'ai effectivement constaté cet été en allant au bureau des règlements d'avocats de l'ordre, où il y a Madame Catherine Bouchard, qui apparemment est une grande copine de Maître Desforges-Thierry. On se pointe là, et c'est incroyable. Elle m'a décrit toute ma procédure, elle savait exactement où on en était. Et elle m'expliquait même pourquoi on passait des anciennes lois aux nouvelles lois, en fait par la fraude. Elle m'expliquait tout. Et pour finir, je vous raconterai ça tout à l'heure. Mais donc je me retrouve avec cette vente. Et là je me dis quand même c'est pas possible. Ça avait été vendu au fils d'Hubert Reeves, le physicien canadien, Benoît Reeves, et son épouse Élise Bogossian. C'est marrant, c'est comme ça. Et alors sur le bordereau c'est pas un bordereau, c'est le pouvoir d'enchérir que le client signe à son avocat. C'est amusant parce que c'était exactement la somme de 821 000 €, qui est exactement le prix d'adjudication qui était mentionné. Pourtant, normalement, un pouvoir pour enchérir, il est donné quand même quelques jours avant la vente. Et là, tout coïncidait. Et j'ai aussi su par la suite que le prix avait été entendu. Et même l'avocate adverse, lors d'audience, se permettait de dire que, comme on était venu avec un commando de 20 personnes lors de la vente aux enchères, en fait, on avait fait en sorte que le prix baisse, et surtout, on avait déjà convenu le prix, nous les victimes. Donc c'était assez intéressant. Et qu'est-ce que je fais? Là, je réfléchis, je savais qu'il y avait 10 jours avant la surenchère, et je passe mes nuits à chercher sur Google qu'est-ce que je peux bien faire. Et subitement, je trouve que je peux me substituer à l'adjudicataire conformément à l'article 815-15. Donc, j'appelle une amie notaire, justement la fille du notaire chez qui a travaillé mon père pendant des années en Maurienne. Je lui explique la situation, je lui lis ma petite lettre pour le magistrat, dans lequel je lui dis, voilà, je me porte adjudicataire par substitution. Elle me dit, il n'y a rien à changer, tu envoies ça, c'est parfait. Donc je le fais seule parce que je n'avais même plus d'avocat. Personne ne me suivait, ou les gens me disaient, j'y connais rien, c'est trop technique, etc. Et aussi, je n'avais plus un sou
Parce qu'à force de donner 450 000 €, ben, on finit par être réellement ruiné, et c'est le cas actuellement. Donc je me substitue, et honnête, qu'est-ce que je fais? Je paye les 12 600-700 € de frais de poursuite de la vente. Je paye 9 031 € de frais d'enregistrement, c'est-à-dire des droits de partage mettant fin à l'indivision auprès du fisc, et je paye les quasiment, je sais plus, 17 000 € d'émolument de l'avocat poursuivant. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut savoir que d'un point de vue déontologique, il est totalement interdit pour l'avocat du divorce d'une des parties d'être l'avocat poursuivant, puisque là, évidemment, le conflit d'intérêts est patent. Donc on comprend aussi l'acharnement de maître Monique Desforges-Thierry à vendre ce bien non pas de manière même amiable, mais absolument à passer par une adjudication qui allait lui rapporter gros. Et le peu de fois, parce que je ne l'ai pas dit, mais j'ai tenté déjà de vendre à l'amiable ne serait-ce qu'un des deux lots, de manière à ne pas être mise à la rue. Et étonnamment, à chaque fois, mon ex-mari faisait obstacle et même faisait capoter une promesse de vente qu'on allait signer, par exemple. Donc, et il disait à l'agent immobilier à qui on avait confié la vente d'un des biens, « Ah, je ne peux pas faire ça à mes avocates ». Ça a été relaté dans un témoignage que j'ai produit sur mon blog par le fameux agent immobilier qui m'avait dit « Mais je ne comprends pas, c'est hallucinant, c'est aberrant ». Donc, je fais tout cela, je paye dès le 23 novembre, en fait, vente 24 octobre 2011, je paye 23 novembre, 24 novembre, l'avocate adverse, elle avait tous les chèques, je lui demande est-ce que je vous dois quelque chose, adressez-moi les quittances, donnez-moi les montants, elle fait la morte, rien ne fonctionne. Et qu'est-ce que je lis, c'est que dans le cahier des charges, évidemment, il faut que j'ai payé avant 3 mois. Eh bien, elle va me donner les quittances. Alors, une seule pour les frais de poursuite en janvier 2012, et elle va attendre la veille du dernier jour de délai de paiement pour me donner le reste. Donc, évidemment, sans tout cela, je ne peux pas avoir le titre d'adjudication, je ne peux pas démarcher des banques, ne serait-ce même que pour verser la quote-part théorique de mon ex-mari. Donc, le dernier jour de paiement était le 3 février 2012, j'ai le recommandé à la maison, 2 février 2012, je reçois les quittances. Alors évidemment, une semaine après ou 15 jours après, elle me somme de payer le prix et elle me dit qu'elle va engager une folle enchère. Donc là, je rencontre Bernard Méry, qui est un avocat très médiatisé, mais qui est extrêmement décevant. Cela dit, il va faire un petit peu ce qu'il peut pendant l'année 2012, tout en me saignant à blanc au niveau financier. Et on s'oppose évidemment à cette vente sur folle enchère, et je me retrouve face à un juge des référés que j'ai trouvé personnellement intègre, et qui a essayé vraiment de comprendre et d'un tout petit peu dénouer les choses. Donc, première audience, il y a eu un renvoi, on se retrouvait en mars 2012, il y a eu un petit renvoi parce que Maître Méry a demandé à ce que Madame Desforges passe devant le bâtonnier en audience plus ou moins disciplinaire concernant son problème de postulation et dans la vente, alors que c'est interdit. Et donc le magistrat a dit écoutez, on renvoie en avril 2012 pour voir un peu ce que ça donne. En avril 2012, Maître Desforges-Thierry arrive avec un papier de l'ordre qu'il a dédouané totalement. Alors là, elle était la bouche en cœur. Et apparemment, le magistrat a dû aussi se dire tiens, c'est pas très net, parce qu'il savait très bien que c'était pas possible. Donc, ça n'a pas dû lui plaire. Et on a réussi, pendant cette audience-là, à faire un accord consensuel entre Monique Desforges-Thierry et moi. Elle m'a poussé la main pour que j'accepte de ne verser que 622 000 €. Alors, il y avait 492 600 € qui correspondent à 60% du prix de vente pour monsieur, plus une petite partie de l'indemnité d'occupation. Elle voulait à tout prix 622 000 €, elle n'en démordait pas. J'avais beau dire au magistrat, l'indemnité d'occupation n'est due qu'au jour du partage, je propose donc 60% tout rond et c'est tout. Il n'y a pas eu moyen. Bon.
Mais en même temps, emprunter 821 000 € pour payer tout, alors que je payais pour moi-même une partie, je trouvais ça bien ennuyeux. Donc, j'ai dit oui. Et surtout, j'ai trouvé très bien, c'est que M. Gondran de Robert, subitement, a dit « Tiens, on pourrait demander son avis à madame ». Et il m'a demandé ce que je voulais. Et je lui ai dit, écoutez, on vous a expliqué que j'avais reçu toutes les quittances la veille du dernier jour de paiement possible. Eh bien, j'ai perdu mes 3 mois. Donc j'aimerais que vous me redonniez juste mes 3 mois. Donc comment ça s'est terminé? Notre liquidation partage est une procédure ancienne, en ce qu'elle a été donc introduite en 2004. Le magistrat Gondran de Robert a donc été très sympa. J'ai obtenu un prêt de 622 000 €. Quand la partie adverse a su que j'allais avoir ce prêt, ils m'ont convoqué, sans mon avocat, chez le notaire. Et là, on m'a fait du chantage. On m'a dit, voilà, si vous voulez votre prêt, vous nous signez immédiatement un protocole, comme quoi vous allez accorder 500 000 € à monsieur, de manière irrévocable, sur la somme que vous allez verser. Et il n'y avait pas de compte à faire non plus, il fallait le faire tout de suite. Sinon, c'est bien dommage, vous n'aurez pas votre prêt, madame. J'ai bien compris, vous voulez garder votre appartement, mais voilà, soit vous signez ça, soit ça ne va pas le faire. Donc, je suis rentrée chez moi, j'ai bien compris qu'il y avait encore une magouille. Et là, la banque ne m'a pas suivie, puisque la banque voulait un courrier de mon ex-mari qui relatait l'accord consensuel, à savoir, il renonçait à la folle enchère si je versais les 622 000 €. À partir du moment où évidemment, il ne renonçait à rien et il me tendait un piège, il n'y avait plus moyen. Je suis donc arrivée à l'audience du mois de juillet 2012 avec 492 600 € que m'ont prêté des amis qui sont banquiers et qui sont à Londres. Et là, j'étais toute fière de moi, j'avais quand même réussi malgré le piège qu'on m'avait tendu. Le magistrat a vu que 2 fois de suite, j'avais fait des efforts phénoménaux. Et en plein été, on a donc dit à l'avocate adverse, bon écoutez, nous nous apprêtons à verser cette somme sur le compte ces caisses du bâtonnier. Elle a répondu « Non, c'est un simple acompte ». Donc on a compris que si on mettait cette somme, on la reverrait peut-être jamais, puisqu'elle allait quand même poursuivre la folle enchère. Le magistrat, lui, a rendu sa décision au 1er octobre 2012, et là, il a dit qu'il rejetait la folle enchère, parce que de toute façon, l'action de monsieur était intervenue après la délivrance du titre d'adjudication. J'avais aussi payé donc tous les frais au fisc, et tout cela était donc entériné. Si bien que la partie adverse a recommencé exactement la même procédure auprès du juge des référés. Le juge des référés a juste dit qu'aujourd'hui il y avait eu des réformes, etc. Que sans doute, surtout que là il y avait une contestation sérieuse, sans doute le GIEC serait plus compétent pour discuter de tout ça. Donc là j'ai encore reçu une nouvelle assignation et j'ai été assignée encore sur les mêmes textes, mais cette fois-ci par devant le GEX. Le GEX a dit oralement devant moi en avril 2013 « Je ne suis pas compétent, ce sont les anciennes procédures ». Pourtant, la partie adverse a continué encore et encore. On avait un renvoi au 12 septembre. La partie adverse a, entre-temps, alors qu'on avait une procédure en cours, sur les mêmes articles de loi, ça faisait la 3e fois qu'elle essayait de faire juger la même chose, la partie adverse a donc fait une réquisition de certificat de folle enchère sur la base des nouveaux textes, alors que nous sommes, nous, sous la base des anciens. Et elle a prétexté que comme je n'avais pas fait appel de l'ordonnance qui disait juste « allez discuter ça devant le GEX », ça nous permettait en conséquence de passer sur les nouveaux textes. Donc, je me suis retrouvée ce mois de septembre en audience devant le GEX, et évidemment le GEX a relancé la vente aux enchères pour le 30 janvier 2014. Et là, je sais que la réquisition est un faux, que les pièces jointes sont des faux, puisque jamais l'ordonnance que l'on me reproche donc de ne pas avoir fait appel m'a été signifiée. Le certificat de non-appel est un faux. Il contient effectivement tout un intitulé qui indique que l'ordonnance est devenue définitive, je n'ai pas fait appel, j'ai perdu mes délais au 11 avril 2013, que des aberrations. Et là, j'en suis à ce point qui est que dans pas longtemps, ils vont faire la publicité et ils vont vendre alors que voilà, j'ai payé mon bien. Et je cherche un moyen de faire suspendre cette vente, je pense aller en cassation. Or, dans cette affaire de Laurence de Verville, on se rend vite compte que le système judiciaire, en fait, entretient le conflit, la procédure, et fait du fric à toutes les étapes, et ça dure d'année en année.
on recommence, on relance la procédure, et ainsi de suite, comme ça pendant des années. C'est comme ça qu'on arrive à ruiner les gens au final, malgré qu'ils aient payé le bien plusieurs fois. Alors bon, moi, c'est un peu le clou de toutes les affaires, parce que je suis arrivé à comprendre ce qui se passait et à retrouver tous les intervenants dans l'affaire. En fait, en 1998, mon épouse travaillait à délivrer les permis de construire en municipalité. Donc là, on retrouve tout l'affairisme mafieux qui a de l'immobilier et qui recoupe un peu toutes nos affaires. Donc mon épouse avait un amant à cette époque-là. Mon épouse, c'était Jeanine Fernande Raymond, et son amant, c'était Giraud Paul Maurice. Lui revendait les fichiers de la police. Pour vous dire, je l'ai découvert après, 600 000 € encaissés en 17 mois. Au tribunal, le policier, un de ses complices, a déclaré « Je devais déterminer le patrimoine des personnes ». Ça explique tout l'affairisme mafieux qu'il y a autour de nos affaires de justice. Donc ces gens-là, à un moment donné, ont décidé de se débarrasser de moi, m'ont expulsé de chez moi. Ils n'ont même pas attendu un avis d'huissier pour m'expulser, etc. L'amant de ma femme a utilisé ses copains de la police pour m'expulser. À l'époque, j'ai rien compris à ce qui m'arrivait. Donc là derrière, j'ai commencé à faire appel à une avocate, 2 avocats, 3 avocats, etc. La première avocate me dit, compte tenu de la proximité de l'audience, vous verrez les pièces le jour de l'audience. Évidemment, le jour de l'audience, j'ai découvert tous les faux produits par l'amant de ma femme, l'ex-flic, et j'ai rien pu faire. Bon, je me suis fait jeter par la juge. Bon, je passe à la seconde avocate, parce que la première, je me suis dit, elle m'a planté, donc, ou elle a rien compris. Bon, je passe à une deuxième, Botta Aubert. La première, c'était Besson-Mollard. Botta Aubert, elle me dit, oui, mais il n'y a pas de problème. D'ici un an, vous serez retourné chez vous, avec tout ce que vous avez. Bon, vous avez les preuves de tout. Qu'est-ce qu'elle fait, mon avocate suivante? Elle produit les pièces le jour de l'audience, comme l'autre. Donc la partie adverse les refuse, donc jugé encore une fois, sans pièce ni conclusion. C'est marqué dans le jugement. Troisième avocat, M. Dreyfus, bâtonnier. Chaque fois, je montais d'un cran. Bon, je pouvais encore payer à l'époque. Maître Dreyfus me dit, oh là, un policier qui vole les courriers dans les boîtes aux lettres, bon, c'était un des associés de l'amant de ma femme, c'était pour entraver les procédures de justice. Donc c'est pareil, Dreyfus, 15 jours après, plus moyen de le voir. Alors j'avais à ce moment-là, j'étais devant la cour d'appel, j'avais un avoué, Jean Calas, et je m'aperçois qu'il a fourni des conclusions à mon insu avec un nouveau bordereau en enlevant toutes les pièces de mon dossier qui pouvaient gêner la partie adverse. C'est-à-dire que l'amant de ma femme, c'était le principal témoin dans la procédure, donc il n'avait rien à y faire là, c'était tout à fait illégal, mais malgré ça, il était là. Bon, après, j'avais l'histoire du vol des fichiers de la police, qui était aussi dans la procédure, j'avais l'histoire par les flics du vol des courriers dans mes boîtes aux lettres. Bon. On a affaire, en fait, une véritable bande de mafieux qui ont organisé ma spoliation totale, et ça dure depuis 15 ans. Alors, au début, on croit que c'est les avocats qui bloquent les pièces, et puis après, donc on court-circuite les avocats, on va jusqu'au juge. Et puis on se rend compte que les juges font pareil. Donc les juges, là-dedans, je retrouve les mêmes juges que sur d'autres affaires. Et par exemple, il y a la juge Landoz, il y a Cueni, Clanchberg, Véronique. Donc il se retrouve sur les affaires de Bélody Jean-François. Bon, Bélody Jean-François, c'est un peu la même chose que moi. Bon, il y a un maire qui construit une maison, il est embêté pour sortir sur la voie communale parce qu'il y a une forte pente. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'aperçoit qu'il y a le terrain d'à côté qu'il peut récupérer, il déclare le terrain d'utilité publique. Donc le gars, il fait des tas de procédures, mais bon, au final, c'est lui qui est condamné parce que il se retrouve poursuivi de tous les côtés par les huissiers, etc. Je passe les détails, et il a encore à galérer depuis une dizaine d'années. Bon, ça c'est la juge Françoise Landoz. Après, il y a un gars qui est, pareil, voisin du maire du côté de Saint-Pancras, là-bas, pas loin de Grenoble. Son terrain, il pensait qu'il était constructible comme tous les autres. Au moment où il achète le terrain, le maire change le plan d'occupation des sols, évidemment. Le terrain, il était voisin de celui du maire. Donc le maire avait intérêt à ce que son terrain reste inconstructible, un bon bois qui servait de terrain de jeu. Voilà. Donc ça, c'est M. Puiseux, et qui combat comme ça depuis plus de 20 ans, et il se retrouve avec un terrain qu'il a acheté, qu'il n'en a jamais pu rien faire. Ça, c'est encore validé par Françoise Landoz,
juge de Grenoble. Vous voyez, là, et moi dans mon affaire, c'est pareil. Ma femme près du maire, donc je m'aperçois qu'il y a un faux acte notarié, signé par René Proby, maire de Saint-Martin-d'Air, où on spolie en même temps la propriétaire à Paris, parce qu'on m'a spolié de ma maison où j'étais propriétaire, parce que je l'avais acheté sur fonds propres, donc elle aurait dû me revenir. Et donc en même temps qu'on m'a spolié de mon bien, tout ça s'est fait pendant l'instance de divorce, tout à mon insu. C'est le notaire Escalier qui est expliqué encore une fois dans d'autres procédures. Et donc cette maison a été attribuée à mon ex-épouse sans compensation. Si vous regardez les fondements de la Révolution française, c'est totalement illégal. Mais en plus, ils ont dépouillé la propriétaire du terrain mitoyen, où j'avais des droits dessus, tout s'est fait à mon insu, elle s'est fait dépouiller de la même façon. Elle était à Paris, plus âgée que moi, dépossédée. Et aujourd'hui, ce terrain, on l'a rétrocédé à mon ex-épouse, suite à mes contestations du faux acte notarié, avec un droit à construire 4000 m² habitables dessus. C'est-à-dire que ce terrain vaut une véritable fortune, il devrait m'appartenir, on l'a donné à mon ex-épouse. Au pénal, on fait des actions. Évidemment, on retrouve toujours les mêmes. Procureur de la République, Pierre-Marie Cuny, qui entrave toutes les procédures, qui protège les flics ripoux, qui évidemment, dans toutes mes plaintes, tout est classé. On a, quand je vous dis qu'on a une véritable mafia d'affairistes dans les tribunaux, on en est là. Vous avez Charles Cateau, premier président de la Cour d'appel, qui évidemment a protégé la bande des flics ripoux, mon ex-femme, pas moyen d'obtenir un constat d'adultère contre eux. On continue les procédures. Ici, on retrouve Gérard Meignet, aux côtés de Michel Destot, mais bon, il y a des relations dans l'affaire aussi, mais bon, peu importe. Gérard Meignet qui trouve que tout est légal, les biens sont vendus, que les droits de la défense ont été respectés, alors qu'un avocat s'impose dans mon affaire pour les ventes aux enchères, parce qu'il y a d'autres biens immobiliers. Jean-Yves Balesta s'impose dans mon affaire, alors qu'il est associé de la partie adverse, Jean-Michel Destroyat. Et évidemment, il fournit des conclusions à mon nom, le jour de l'audience, sous mon nez, à l'audience. Et quand j'expose tout ça à M. Gérard Meignet, il a été récusé par lettre recommandée, plusieurs lettres recommandées, en expliquant qu'il est associé de la partie adverse avec tout le détail. Il s'impose quand même, il fournit quand même des conclusions à mon nom. Et M. Gérard Meignet, premier président de la Cour d'appel, pour lui, tout est normal. Au final, je me retrouve avec 15 ans de procédure, je vis du RSA, j'ai 1 million d'euros de biens, tout a été attribué à mon ex-épouse, la maison, les comptes bancaires qui ont été détournés au moment de mon expulsion, l'appartement qui était en location, elle vient de le récupérer sur vente aux enchères, évidemment avec tout ce qu'on m'a collé sur le dos, moi je devais tout rembourser, malgré que je ne puisse pas payer, je devais rembourser les emprunts, pension alimentaire pour mon fils, des loyers pour compenser des occupations des lieux, alors que ce n'est pas moi qui occupe les lieux, tout est aberrant comme ça, au final, pour que j'ai 0. Voilà la bande de mafieux qu'on est. Aujourd'hui, on en arrive, parce qu'on enquête tous sur toutes les affaires, en France de partout, on se rend compte que nos tribunaux, c'est un véritable repère de truands affairistes crapuleux. Plus de 50% des magistrats devraient aller en tôle. Aujourd'hui, on en est là. Le système est irréformable. Ça fait des décennies de trafic et on retrouve la plupart du temps les mêmes personnes, parce que dès qu'il y en a un qui fait un trafic, l'autre protège, et ainsi de suite. Moi, le notaire Escalier, il est intervenu dans mon affaire, il était intervenu dans l'affaire de Madame Faverja, il est intervenu dans l'affaire des frères Roux, là où les biens ont été détournés au profit de la femme du maire de Champs-Rousse. Vous voyez, le notaire a 3 fausses procédures de spoliation de biens. Après, derrière, la juge, elle est intervenue pour protéger 3 maires, évidemment, chaque fois c'est spoliation de biens. Alors je vous parle de 3 affaires principales parce que j'ai toutes les pièces, mais il y en a des tas d'autres. Évidemment, ces gens-là font pas ça tout seuls. Par exemple, le notaire Escalier, il s'est arrangé avec le notaire Deschamps pour ma liquidation partage. Évidemment, le notaire Deschamps, c'est toujours pareil, là-dedans, on a tout donné, il n'y a rien à voir, les comptes bancaires, on ne veut pas voir. Il y a un expert, Amourou, qui est déjà impliqué dans d'autres affaires, c'est pareil, mon bien, il le met pour un prix dérisoire sur Saint-Martin-d'Air.
il le minore en disant qu'il est en partie commune avec l'autre partie de la propriété. Alors que l'autre partie de la propriété, mon ex l'a déjà récupéré auprès de la mairie, auprès de la propriétaire à Paris, mais il le sait très bien puisqu'il a été auprès de la mairie alors qu'il y avait les actes. Mais vous voyez, mon bien, il est sous-évalué au 5e de la valeur. Et en plus, je ne peux même pas en récupérer une miette. Quand je vous dis que le système, il est mafieux, c'est qu'aujourd'hui, il y a la moitié des magistrats qui doivent aller en tôle. Le système est irréformable. On a une bande de truands affairistes crapuleux qui se partagent les spoliations du peuple depuis des années. Et ça ne s'arrête pas. Plus on enquête, plus on trouve d'affaires. Et heureusement qu'aujourd'hui on a Internet, comme je dis, on a une association aussi, même justicepourtous.org, qui permet de nous rassembler et de regrouper toutes les affaires. Aujourd'hui, à force de dénoncer sur mes sites Trafic Justice et d'assister les autres personnes dans les tribunaux, parce qu'évidemment on est tous poursuivis d'un côté de l'autre, j'ai des condamnations à répétition pour procédure abusive, ça c'est encore le petit truc. Mais bon, le pire c'est que j'ai un outrage magistrat, on vient de me coller 6 mois ferme. Et on me demande aujourd'hui de voir le juge pour l'aménagement de ma peine. Alors ils peuvent toujours courir pour que j'aille voir le juge parce que je ne vais pas être condamné, moi. Pour moi, c'est les avocats et les magistrats mafieux qui doivent aller en tôle et pas moi. Donc aujourd'hui, j'ignore tous ces gens-là qui me mettent en prison. Je dis un jour ou l'autre, c'est 30 ans de réclusion qu'ils auront, le jour où le peuple reprendra le contrôle sur ces institutions. Et je pense que vu ce qui se passe, ça ne saurait tarder.